صباح الخير، أردت أن أشكر الجهات التي نظمت هذه الندوة على دعوتي للمساهمة الإسلام في هذه المداخلة حول الميديا الاجتماعية والنساء. سامحوني سأتحدث بالفرنسية. Donc, les questions que je voudrais poser en guise d'introduction concernent ces thèmes. Dans quelle mesure on pourrait considérer les médias sociaux comme espace public, déjà leur rôle, susceptible de favoriser l'engagement des femmes dans la vie politique, dans la vie publique. La deuxième question concerne la capacité de ces médias à offrir des dispositifs d'inclusivité pour les femmes et leur capacité aussi à proposer de nouvelles formes d'interaction, de communication publique ou de communication politique. D'abord, je commencerai par une réponse franche, en disant non, tout simplement. Ce qui s'est passé depuis au moins 5 ans, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on est passé d'une vision utopique des médias sociaux à une vision dystopique. C'est-à-dire, en d'autres termes, on est parti de l'idée que les médias sociaux vont transformer la structure sociale, la société, la politique, la culture, la communication humaine, à travers les valeurs qui sont souvent associées aux médias sociaux, interactivité sociale, abondance informationnelle, transparence, émancipation, libération, accès libre à l'information, libre expression, auto-publication, voire démocratie délibérative, participation politique. Les médias sociaux ont été considérés, disons jusqu'à 2015-2014, comme des remèdes à la démocratie, notamment. Nous savons tous que certains considèrent que c'est Facebook qui a fait la révolution tunisienne, égyptienne, etc. Mais c'est une photo réelle. Merci le peuple, merci Facebook. Donc, Facebook est co-acteur, considéré comme co-acteur de la révolution. Le changement de paradigme, ce que j'appelle le changement de paradigme, s'est réalisé, ça a commencé à partir de 2015. Alors, à partir de ce moment-là, on a commencé à considérer, à analyser les médias sociaux plutôt comme une menace pour la démocratie. D'abord, il y a eu propagation des théories complotistes, dénialistes, c'est-à-dire qui refusent, voilà, qui nient l'existence, par exemple, de l'attentat de 2000 aux États-Unis, la manipulation des élections, les fake news, la polarisation idéologique. Et en 2018, il y a eu Cambridge Analytica, c'est-à-dire ce scandale qui a révélé comment la Russie et les forces russes ont utilisé Facebook pour manipuler les élections américaines. Vous voyez, Mark Zuckerberg en train d'être auditionné par le Parlement, par le Congrès américain et par le Parlement européen. Quelques exemples pour illustrer ce changement de paradigme. Il y a Cambridge Analytica, et il y a ces statistiques qui sont issues d'un rapport sur le terrorisme en Tunisie et qui montrent que les réseaux sociaux, les médias sociaux ont joué un rôle important dans dans le processus de socialisation terroriste. Que la propagation de l'idéologie terroriste, djihadiste, a utilisé les réseaux sociaux comme moyen important. Le deuxième, carrément. Et récemment, un candidat aux élections municipales, aux élections de la mairie de Paris,
a fait l'objet d'un scandale. Un activiste, on va dire un peu anarchiste, a révélé une vidéo, une sextape, une vidéo à caractère privé, qui a fait scandale en France et qui a obligé Benjamin Griveaux, donc le candidat du parti La France en Marche, à démissionner. Les responsables de Facebook reconnaissent que leur site, parce que Facebook est un site, constitue une menace carrément pour la démocratie. Parmi les questions ou les menaces identifiées, l'intervention étrangère dans les élections nationales, les fake news, un phénomène que nous connaissons, qui est très important aujourd'hui, ce qu'on appelle aussi les echo chambers ou les chambres d'écho, c'est-à-dire que Facebook va emprisonner les utilisateurs dans des espaces idéologiquement et politiquement homogènes où ils ne vont pas s'exposer à la diversité et à la pluralité des opinions politiques. Le harcèlement politique, le discours de haine et la participation illégale, sans entrer dans les détails, ce sont des menaces qui sont identifiées par les responsables de Facebook eux-mêmes. Alors, un des exemples les plus importants qui illustre le danger que peuvent constituer les réseaux sociaux, et Facebook en particulier pour la démocratie et pour l'espace public, c'est ce qu'on appelle des filtres de bulles. C'est un concept qui a été développé par un chercheur américain, Elie Palizer, selon lequel, sans entrer dans les détails techniques, les algorithmes de Facebook vont faire en sorte qu'ils vont nous emprisonner dans des espaces où nous allons être exposés uniquement à des opinions qui sont semblables aux nôtres. Et ça, c'est une menace importante pour la démocratie. Moins important que le phénomène terroriste, nous avons de nouvelles formes de méchanceté qui sont favorisées par les réseaux sociaux. Ça, c'est un livre d'un sociologue français, François Jost, sur les nouvelles formes de méchanceté. On va voir que ces nouvelles formes de méchanceté peuvent ensuite se développer sous forme de violence. J'ai pris quelques exemples de la vie publique sur Facebook en Tunisie pour donner un contenu. Je suis désolé pour les photos, mais je dois les montrer pour donner un contenu à cette nouvelle forme de méchanceté, à ces nouvelles formes de violence. Vous voyez là, ce sont des posts Facebook, des photos de femmes politiques qui font l'objet de violences symboliques. Alors, ce qu'on va remarquer, c'est que toutes les femmes politiques, ou toutes les femmes publiques, qui ont une visibilité dans la vie publique, font l'objet de ces formes de violence politique, idéologique, de déshumanisation, d'humiliation. Cette photo date de 2010. C'est-à-dire que ces formes de violence, de déshumanisation, d'abaissement de l'autre ont commencé très tôt. C'est une photo d'une femme voilée qui se baigne et qui fait l'objet pas de critique, mais de formes de méchanceté. Alors, en 2015, Kautar a publié une étude sur la place de la femme dans le débat virtuel. Et cette étude a été, je pense, pionnière par rapport à cette problématique, et elle a identifié les nouvelles formes de violence dont fait l'objet les femmes. Insultes, dérision, abaissement, déshumanisation, des attitudes hostiles à la femme,
des attitudes. Donc, les médias sociaux vont paradoxalement favoriser des attitudes culturelles machistes, sexistes, notamment parce que les réseaux sociaux vont, à cause de l'anonymat, vont désinhiber la violence, vont, plutôt que de permettre de nouvelles formes d'interaction publique, vont au contraire renforcer les violences sociales, ou plutôt vont donner une dimension inédite à ces violences sociales. Et donc la conclusion de cette étude, je dis bien pionnière parce qu'en 2015, on pensait encore les réseaux sociaux, les médias sociaux à partir de ce paradigme utopique, positif. Donc les médias sociaux, l'étude a conclu que les médias sociaux ne sont pas nécessairement une plateforme de débat alternatif pour les femmes et que de nouvelles formes de marginalisation sont favorisées par les réseaux sociaux. Alors, en deuxième partie, je voudrais poser la question de l'usage. Il y a un usage qui se développe des médias sociaux actuellement dans le monde et dans le monde arabe, qui est un usage totalement différent de l'usage politique. Ce phénomène s'appelle les influenceuses. Il y a des usages très particuliers des réseaux sociaux, notamment dans le monde de la mode, le monde commercial. Alors, les influenceuses ou les influenceurs sont des personnes qui vont utiliser un blog personnel ou un support digital pour diffuser des opinions auprès des internautes. En général, ce sont des opinions qui sont en rapport avec des aspects liés à la consommation. Il s'agit là de quelques rapports concernant donc, le placement de femmes influenceuses dans le monde arabe. C'est un rapport qui a été publié par des revues américaines. Alors, quels sont les thèmes qui sont abordés? La mode, la mode plutôt, le monde de la beauté, la gastronomie, le divertissement, le sport. Donc ça, c'est un aspect lié à la consommation qui permet donc, à certaines femmes d'apparaître comme des leaders d'opinion. On parle même de IT girls, c'est-à-dire c'est des femmes qui utilisent donc les réseaux sociaux pour développer leur visibilité. Alors je vais passer maintenant à un aspect plutôt politique, en parlant de la violence politique que peut faire l'objet des femmes. Alors, ça c'est une étude qui est en cours de réalisation par le CREDIF et qui traite de la question des violences contre les femmes dans les médias sociaux. Le CREDIF est un centre de recherche et d'études sur la femme, un centre public. Alors, l'étude qui est en cours a montré que les femmes font l'objet de diverses formes de violence, comme les menaces à caractère sexuel, l'harcèlement moral, harcèlement sexuel et violence verbale. Une étude qui a été réalisée en 2018 a montré que Twitter est un espace toxique pour les femmes parce qu'elles font l'objet de formes de violence. Alors, l'objectif de ce projet est d'apporter des données aux chercheurs d'Amnesty pour développer des algorithmes qui permettent de détecter automatiquement des tweets injurieux pour faire pression sur la plateforme Twitter. Donc, l'organisation Amnesty International a développé ce projet pour responsabiliser les plateformes sociales. Selon une récente étude réalisée par l'association de femmes parlementaires RAID, 80% des femmes parlementaires arabes ont subi
des formes de violence. Cette étude, constituée d'un échantillon de 216 femmes parlementaires appartenant à 16 pays, a montré que 13% des femmes parlementaires ont abandonné leur activité politique à cause de la violence systématique. Et parmi ces formes de violence, il y a des violences qui sont dues aux réseaux sociaux, qui sont organisées à partir des réseaux sociaux. C'est une présentation graphique des résultats de cette étude, et on voit que les réseaux sociaux peuvent être l'origine de ces formes de violence. Alors, une autre étude qui a été réalisée en 2016 par l'Union interparlementaire a montré que la violence contre les femmes parlementaires sont réelles et répandues à différents degrés. 81,8% des femmes parlementaires font l'objet de formes de violence, et notamment 41%, ce chiffre est très important, 41% des femmes affirment qu'elles ont fait l'objet de formes de violence sous forme de photos extrêmement humiliantes, chargées sexuellement ou à caractère sexuel, diffusées sur les réseaux sociaux. Ça rejoint l'étude qui a été faite par Monatana Ilet aussi. Une autre étude qui a été faite sur les femmes parlementaires européennes a montré, voilà, regardez, sur les femmes parlementaires européennes, a montré que 67,9% des femmes ont fait l'objet de remarques portant sur l'apparence physique et fondées sur des stéréotypes de genre. Alors, quelle est la solution? En France, ces nouvelles formes de violence ont poussé ou poussent certains leaders de la société civile à carrément quitter les réseaux sociaux. C'est un exemple d'une leader d'une association française qui a carrément quitté les réseaux sociaux à cause de ces violences. Malheureusement, parfois, ces violences sont encouragées par les femmes elles-mêmes. Je trouve qu'on a ce conflit ou cette querelle, si vous voulez, entre deux femmes parlementaires. Samia Arbo, qui c'est une députée tunisienne, qui va insulter sa collègue, et vous voyez que cet accrochage ou ces insultes sont devenus l'objet de conversations et qui ont alimenté des formes de violence. Il y a aussi des violences entre députés hommes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui en Tunisie. Pourquoi on doit se préoccuper de ce problème? Parce que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une source importante d'informations pour les citoyens. Au cours des dernières élections municipales, 80% des Tunisiens se sont informés sur les élections municipales à partir des réseaux sociaux. Alors, que faire? Que faire face à ce phénomène de violence? Alors, il y a la possibilité de la régulation. L'Union européenne, par exemple, considère aujourd'hui qu'il faut réguler les réseaux sociaux parce qu'ils constituent une menace, comme je l'ai dit, pour la démocratie. Il y a eu des consultations sur la manière avec laquelle il faut réguler le phénomène des fake news. Il y a aussi quelques chercheurs, aux États-Unis même, qui considèrent que Facebook est un service public, à l'instar des médias, et qu'il faudrait aussi le réguler. Les parlements européens se sont intéressés à ce problème, et un rapport du Parlement britannique a même qualifié les plateformes digitales, les plateformes des médias sociaux de gangsters numériques. Il y a aussi la possibilité de légiférer. En Allemagne, même si cette loi fait l'objet de beaucoup de critiques, mais en Allemagne, les réseaux sociaux ont fait l'objet d'une loi pour lutter contre la haine, et cette loi est très critiquée, notamment par les défenseurs de la liberté d'expression. Alors, c'est un rapport qui vient d'être publié il y a quelques jours,
par l'organisation Pew Research Center, c'est une organisation américaine, et selon laquelle il y a beaucoup d'experts en technologie qui considèrent que les réseaux sociaux peuvent constituer une menace pour la démocratie. Bon, la régulation dans le monde arabe pose problème. Pourquoi? Parce que souvent on considère aussi les réseaux sociaux comme une source ou comme un espace de liberté pour les citoyens. Par exemple, au Liban et au Soudan et en Iran aussi, les dernières contestations n'ont pas été, ne peuvent pas être possibles sans les réseaux sociaux. Alors, pour finir, 5 minutes. Alors, pour finir, quelle stratégie de communication pour les femmes politiques? Alors, il y a la stratégie de ce qu'on appelle le storytelling. C'est une technique de communication, une méthode de communication basée sur l'usage des récits et qui permet aux femmes, à tous ceux qui voudraient communiquer dans la sphère politique en utilisant Internet, en utilisant les médias sociaux, d'utiliser les récits pour incarner les causes qu'ils défendent. Sachant que Facebook propose une plateforme pour les leaders politiques qui contient plusieurs outils que peuvent mobiliser les femmes dans leur communication politique. J'ai pris l'exemple d'une députée américaine qui est devenue célèbre en interpellant le fondateur de Facebook sur sa stratégie. Vous voyez, elle est présente dans Facebook en 2 langues parce qu'elle est d'origine hispanique. Donc elle a une page en espagnol, une page en anglais. Parmi les choses importantes en matière de communication digitale, il y a le contrôle de l'identité digitale. Vous voyez là, vous voyez ce petit badge bleu qui montre que la page est réellement la propriété de cette députée. Alors qu'en Tunisie, cette technique n'est pas très utilisée, par exemple. Alors, l'idée aussi, quand on crée des plateformes digitales, c'est de les meubler avec des contenus, sinon on va se retrouver avec des pages vides. Alors, dernier axe sur lequel je voudrais intervenir, c'est ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire comment utiliser les réseaux sociaux pour développer sa personnalité, sa notoriété sur les réseaux sociaux. Et voilà quelques exemples de femmes qui ont réussi à utiliser les réseaux sociaux pour développer leur visibilité et leur présence dans les réseaux sociaux. Angela Merkel, par exemple, et quelques autres exemples. Voilà. Pour finir, je dirais que les médias sociaux constituent aujourd'hui une menace pour la démocratie, une menace pour la pluralité et la diversité, et que les réseaux sociaux développent de nouvelles formes de violence pour les femmes. Alors, malheureusement, il y a peu d'initiatives arabes pour étudier ces nouvelles formes de violence, et je finirai par l'idée que les femmes politiques doivent avoir une stratégie réfléchie de leur présence sur les réseaux sociaux. Merci.